Ces anciens statuts de praticiens diplômés en Union européenne sont assez multiples, hein, et je vous l'ai dit, c'est aussi pour une mise en cohérence de l'ensemble du statut, à l'instar de ce qui a été fait pour les praticiens contractuels, mais peut-être aussi pour les praticiens titulaires, hein, donc vraiment une fusion des statuts pour simplifier tout ce régime juridique, eh bien, ont pu être intégrés dans le statut de praticien associé, tous les praticiens diplômés en Union européenne qui auparavant auraient été recrutés sur le fondement des faisans fonctions internes, des praticiens attachés associés, des assistants associés, c'était un petit peu ces statuts-là, hein, et éventuellement de stagiaires associés aussi, même si le statut stagiaire associé n'est pas mis en voie d'extinction, d'ailleurs le faisant fonction interne non plus, hein, mais c'est juste que eh bien, ça va pas être le même intérêt. Le stagiaire associé, on va d'ailleurs, pas nécessairement un recrutement, puisque c'est une convention de stage passée entre deux universités pour accueillir un stagiaire qui vient de l'étranger pour qu'il puisse poursuivre son parcours d'études. Alors, certains vont l'utiliser hein, pour pouvoir intégrer le territoire français et pour pouvoir intégrer le système de soins français, mais ça reste sur la base d'une convention entre deux universités. Euh, et d'ailleurs, on va revenir dessus, mais avant de pouvoir se plonger dessus, les faisans fonction interne aussi, auparavant, c'était le modèle de recrutement de certains PADU, il y a quelques années, il y a de nombreuses années, un statut assez précaire de faisant fonction interne, un peu compliqué aussi parfois à intégrer pour des personnes qui parfois ont été praticiens dans leur pays d'origine, ont été médecins, ont pu pratiquer la médecine. Et au moment où ils arrivent sur le territoire français, eh bien, ils doivent réintégrer un parcours, euh, peut-être pas un parcours d'interne, mais un parcours assez similaire. Celui de l'interne, en tout cas, assimilé à un interne. Le but du jeu, à l'origine, du faisant fonction interne, du FFI, c'est eh bien d'occuper provisoirement, hein, au moins pendant 6 mois, un poste qui n'a pas été choisi par un interne. C'est-à-dire que, eh bien, parmi les postes disponibles réservés aux internes, certains n'ont pas soit pu être mis au choix des internes, soit n'ont pas été choisis. Et à ce moment-là, eh bien, il va y avoir un interne qui va pouvoir pourvoir ce poste de FFI. Auparavant, on était sur justement ces praticiens diplômés hors Union européenne qui pouvaient être recrutés sur cette base-là. Aujourd'hui, un petit peu moins. Aujourd'hui, on est plus sur les praticiens qui n'ont pas encore soit validé le DES, donc le diplôme d'études spécialisées à la fin de l'année de docteur junior, ou même éventuellement qui n'ont pas non plus soutenu leur thèse euh, pour différentes raisons, hein. Et donc ils peuvent aller là-dessus, ou qui veulent renforcer euh, leur, euh, leur connaissance, leur apprentissage aussi au début. Ah, donc bon, ce statut de FFI était réservé, enfin il n'était pas réservé d'ailleurs, mais était privilégié aussi parfois pour le recrutement de certains praticiens à diplôme en Union européenne. Euh, à côté de ça, on avait le statut eh bien, royal, je dirais, de praticien diplôme en Union européenne, c'est celui de praticien attaché associé. Vous en avez peut-être encore d'ailleurs dans vos établissements, des praticiens attachés associés qui eh bien, étaient recrutés par contrat par les établissements et remplissaient les conditions de diplôme dans leur pays d'origine notamment, et ils participaient à l'activité de l'établissement, toujours en supervision, hein, un côté assez proche du docteur junior pour le coup, d'ailleurs même dans le statut pour le praticien associé, mais le praticien attaché associé aussi exerçait on va appeler ça en autonomie supervisée, hein, comme pour le docteur junior, euh,
et pouvaient le faire. Alors, si forcément les praticiens étaient candidats à l'autorisation d'exercice de la profession et lauréats des épreuves de vérification des connaissances, hein, les fameuses EVC, sur lesquelles on va se repencher après, ils étaient nommés en tant que praticiens attachés associés, notamment pour accomplir un stage d'adaptation en France sur leur spécialité, sur la pratique, etc. Et le praticien attaché associé, c'est lui aussi qui est mis aujourd'hui en voie d'extinction euh, et qui normalement devait être basculé vers le régime de praticien associé. Alors à l'origine, normalement, en plus, hein, c'était une bascule qui devait être faite au 1er janvier 2023, mais qui avait été repoussée au 1er mai 2023. Mais normalement, on ne pouvait plus recruter de nouveaux praticiens attachés associés au 1er janvier 2023. Il y avait une possibilité de renouvellement de leur contrat, mais pas de nouveaux recrutements. Et on va revenir sur ces éléments-là sur l'année. À côté de ça, il y avait l'assistant associé aussi, l'assistant associé qui fait partie de ces praticiens à diplôme en Union européenne, qui ne remplissent pas hein, non plus les conditions de titre ou diplôme requis pour l'exercice de leur profession. Alors, c'était un petit peu la grande différence aussi entre les praticiens attachés associés et les assistants associés. Hein, c'est que les praticiens attachés associés, eux, remplissent les conditions de titre ou diplôme pour exercer leur profession dans leur métier dans leur pays d'origine, alors que les associés, non, ne remplissent pas ces conditions-là. Ils ont achevé leurs études, mais ils n'ont pas encore passé tous les diplômes qui le permettaient. Et étaient aussi affectés en autonomie supervisée dans les établissements, hein, donc sous la responsabilité d'un responsable de la structure. Ils pouvaient exercer la médecine. Voilà pour les assistants associés hein, qui sont dans ce domaine, qui sont un des anciens statuts des PADU aussi, et eh bien, comme un petit peu on peut l'entendre aussi aujourd'hui, les stagiaires associés. Hein, mais par contre, je vous l'ai dit, les stagiaires associés, là, pour le coup, c'est pas exactement la même chose euh, sur ce point. Alors, juste avant, on a l'indication, vous avez bonjour, monsieur Tierfort. Vous avez prolongé les contrats de praticiens intéressés associés avant le 31 décembre, dans l'attente de la décision du CNG. Alors, puisque ils sont placés en voie d'extinction, eh bien, les praticiens attachés associés, effectivement, peuvent continuer à exister, euh, surtout s'ils doivent poursuivre leur parcours de consolidation des compétences. Alors, on va revenir dessus, mais eh bien, dès lors qu'ils sont en parcours de consolidation des compétences, eh bien, ils vont poursuivre ce parcours jusqu'à son terme et ils pourront continuer à le faire sous le statut de praticien attaché associé. Après, tout dépend. Hein, si jamais ils avaient déjà déposé une demande auprès du CNG, normalement, le CNG devait prendre cette décision-là et après basculer sous le statut de praticien associé. Je pense que c'est peut-être plus intéressant pour vous de laisser ces praticiens sous le statut de praticien attaché associé jusqu'au terme de leur parcours de consolidation de compétences, parce que les droits ne sont pas le régime juridique n'est pas exactement le même, donc il faudrait pouvoir envisager la comparaison entre les deux. Mais si vous avez effectivement prolongé les contrats de praticiens attachés associés avant le 31 décembre, eh bien, je vous invite, ça reste récent, cette prolongation, et donc je vous invite à les laisser dans leur statut, et vous pourrez plutôt opérer une bascule. Après, s'ils ont fini leur parcours de consolidation, effectivement, il va falloir que eh bien, vous interrogez le CNG sur le terme de leur parcours de consolidation. Et à ce moment-là, qu'une décision puisse intervenir. Effectivement. Puisque si, alors, là, vous avez des praticiens attachés associés qui le sont depuis des années, encore aujourd'hui. Et parfois, c'est parce que c'était des praticiens attachés associés qui n'avaient pas intégré le parcours qui n'avaient pas intégré le parcours de validation et l'épreuve de vérification des connaissances auprès du CNJ. Et ça, c'est une difficulté parce que normalement, selon la réglementation,
Là, c'est bien voilà, entre guillemets, des vieux praticiens attachés associés. La difficulté, moi, je trouve, c'est que pour ces praticiens attachés associés, s'ils ont depuis très longtemps intégré l'établissement et en font partie, etc., le parcours d'enseignement des compétences, normalement, devrait pouvoir être considéré comme achevé. Et donc, du coup, on devrait pouvoir basculer sur un régime de plein exercice. Contractuel, titulaire, tout dépend. La difficulté, c'est que normalement, les praticiens attachés associés devaient intégrer le parcours de validation des connaissances et devaient faire l'objet d'une inscription. Donc, en tout cas, moi, il me semble qu'aujourd'hui, le mieux, c'est que si on est sur une absence de décision du CNG ou de l'ARS, on les maintient sur leur statut de praticien attaché associé dans l'attente que ce soit fait. Je vous invite toutefois à prendre la tâche de ces praticiens-là pour que vous soyez en mesure, de connaître la suite qu'a entendu donner le CNG. Après, effectivement, voilà la question qui complète cet élément-là. Si le contrat de praticien attaché associé arrive à échéance en 2023, et d'ailleurs, il pouvait arriver à échéance avant le 1er mai 2023, et en général, quand il arrive à échéance avant le 1er mai, eh bien, c'est là où on procédait à un renouvellement et éventuellement sur statut de praticien attaché associé. Et donc, du coup, en tout cas, si le contrat arrive à terme après le 1er mai 2023, ce que je vous invite à faire, c'est bien sûr à renouveler sur le statut de praticien associé. Parce qu'en plus, le statut de praticien associé a été prévu aussi pour ça. C'est-à-dire que on va basculer le praticien sous ce statut de praticien associé. Donc, le nouveau régime, celui du décret de mars 2021. Et si jamais derrière le CNG produit un refus de recrutement, un refus de nomination, plutôt en tant que praticien associé, un refus d'exercice, à ce moment-là, eh bien, le statut prend fin de praticien associé. Ça, c'est un petit peu la voie dérogatoire, parce que normalement, c'est le CNG qui affecte le praticien associé dans les établissements, on va revenir dessus, hein, et qui procède à cette nomination et à cette affectation. Et donc, du coup, ça reste aussi cet aspect-là de, de régime transitoire entre les deux situations. Alors, les préfectures, effectivement, on a une difficulté par rapport à ça. Ils savent que les praticiens attachés associés, alors, ils ont connaissance, ils ont entendu que les praticiens associés n'existaient plus, mais ils n'ont pas conscience, et pour le coup, c'est peut-être pas de leur faute, de ce que veut dire le régime de la mise en voie d'extinction. Parce que les PA, c'est pas qu'ils n'existent plus, c'est que ils sont mis en voie d'extinction, donc il peut y en avoir encore aujourd'hui. Il peut y en avoir, et il y en a quand même une grande partie. Hein, donc, je sais que ça peut poser un problème. Il faudrait peut-être une communication au niveau de cet élément. Et je peux vous dire que c'est pas la première fois que on m'en parle aussi de cette difficulté-là. Euh, Normalement, la mise en voie d'extinction ne signifie pas la fin du statut. Mais effectivement, ça peut être une difficulté. Alors, peut-être ça peut être aussi l'occasion de réexpliquer à la préfecture que vous avez un praticien attaché associé qui est chez vous, qui peut continuer à avoir son contrat renouvelé. Éventuellement, vous pouvez lui indiquer la référence juridique sur ce point-là, sur laquelle on va revenir ensemble, d'ailleurs, euh, afin qu'il se renseigne sur cette notion, cette portée du placement du praticien en voie d'extinction, et pour que vous soyez en mesure de pouvoir permettre le recrutement et la continuité du statut du praticien attaché associé chez vous, bien entendu. Alors, mais vraiment, je pense que ça peut être une bonne chose que de repréciser ces éléments. Alors, justement, pour qu'on puisse poursuivre sur tout ça, eh bien, si on est sur cet élément-là, c'est que, en fin de compte, les praticiens attachés associés,
ils étaient en général autorisés à exercer dans les établissements, aussi parce qu'ils avaient déposé cette procédure, cette demande d'autorisation d'exercice en fonction de leur situation. Et c'est pour ça aussi que on avait une multitude de statuts de praticiens à diplôme en Union européenne. C'est parce que, eh bien, on avait plusieurs types de praticiens à diplôme en Union européenne. On avait à la fois ceux qui disposaient du diplôme dans leur pays d'origine, on avait ceux qui disposaient du diplôme et qui exerçaient en France sous un autre statut, on a ceux qui eh bien, pouvaient être réfugiés ou apatrides, on a ceux qui eh bien, sont soit des ressortissants européens, titulaires d'un diplôme hors Union européenne, reconnu par un autre pays que la France. On va avoir plusieurs situations de ce type-là. Et toutes ces situations-là sont très diverses et répondaient à des situations juridiques différentes. Et eh bien, en plus de ces éléments-là, on avait plusieurs procédures d'autorisation d'exercice. On avait la procédure dérogatoire, la procédure qui permettait éventuellement d'être nommé en tant que praticien attaché associé. Et on avait eh bien, cette procédure dérogatoire d'exercice qui permettait d'obtenir une autorisation temporaire d'exercice. Et c'est notamment ces praticiens-là, comme on dit, les praticiens du stock, qui devaient faire l'objet d'une décision avant le 1er mai 2023. Si on n'a pas cette décision, bon, bah, ils continuent sous leur régime précédent. Parfois, ils ont déjà été basculés sous le régime de praticien associé. En général, ils ont plutôt été renouvelés en tant que praticien attaché associé, parce que potentiellement, ils n'ont pas fini leur parcours de consolidation des compétences. Mais eh bien, si ils étaient dans cette logique-là, eh bien, normalement, le CNG devait avoir pris la décision au 1er mai. Alors, le CNG a eu beaucoup de retard sur tout ça. D'ailleurs, normalement, ça devait être plutôt au 31 décembre 2022. Ça a été repoussé par décret du 27 décembre 2022 pour normalement avoir cette date d'échéance et d'intégration dans un parcours de consolidation ou d'intégration en plein exercice ou éventuellement de refus d'exercice au 1er mai 2023 pour cette procédure dérogatoire d'autorisation d'exercice qui aujourd'hui n'existe plus. Qui aujourd'hui n'existe plus, c'est-à-dire que normalement, on devrait quasiment plus, là on est en période de transition, hein, mais normalement, alors la procédure n'existe plus, on ne peut plus l'intégrer. Par contre, les attestations d'exercice temporaire à laquelle elles donnaient lieu, elles peuvent continuer à exister et peuvent continuer à être celles, à être la raison pour laquelle un praticien attaché associé ou un praticien associé va continuer à exercer en France son activité de praticien. Mais c'est bien cet élément-là qui a été supprimé. Et aujourd'hui, on a une procédure plutôt de droit commun d'autorisation d'exercice avec plusieurs types de candidats qui vont être intégrés parfois pas au même stade de la procédure. Hein. Je pense notamment aux praticiens Tressen ou aux praticiens Oxman sur ces points-là. Et on pourra voir en détail à la fois les épreuves de cette procédure-là, mais aussi eh bien, le dossier d'inscription que je vous ai prévu sur ce point. Et donc, du coup, eh bien, à travers ces différents éléments, on va pouvoir intégrer l'une ou l'autre de ces procédures. Ce que moi, je trouve intéressant, c'est aussi de pouvoir eh bien, expliquer aux praticiens exactement ce qu'il en est de cette procédure d'autorisation d'exercice. C'est pour ça que, à travers cet élément-là, ce que je vous propose, c'est de voir l'ancienne procédure d'autorisation d'exercice, celle qui est dérogatoire, mais non pas pour informer les praticiens, plus que pour pouvoir gérer la transition. Et ensuite, de voir la vraie procédure d'autorisation d'exercice, enfin la vraie, celle qui aujourd'hui est en vigueur, afin de permettre aux praticiens de pouvoir intégrer un parcours aujourd'hui unique et un parcours
d'intégration vers un statut de plein exercice. La première procédure, je vous l'ai dit, hein, alors déjà, la première situation, c'est aussi certains praticiens qui sont dispensés de passer par la procédure d'autorisation d'exercice. On va avoir les diplômes européens, les praticiens à diplôme européen et ressortissants de l'espace économique européen qui vont pouvoir s'inscrire à l'ordre sur la base de leur nationalité européenne et du fait qu'ils soient titulaires d'un diplôme européen reconnu dans leur pays d'origine. Après, bien entendu, c'est quand même sous réserve que eh bien, leur diplôme soit reconnu conforme au diplôme français. Là-dessus, on a cette directive du 7 septembre 2005 du Parlement européen et du Conseil qui nous donne cet élément-là et qui précise même 54 spécialités qui existent dans les États membres, mais par contre, eh bien, sur ces 54 spécialités qui existent, il y en a une vingtaine qui bénéficient de la reconnaissance automatique. Par exemple, et d'ailleurs, les Oxman et les Dressen peuvent être un petit peu dans ces contours-là, puisque ce sont des praticiens à diplôme européen. Hein. On reviendra sur les Oxman et les Dressen du nom de jurisprudence établie au niveau européen. Mais selon l'annexe 5 de cette directive du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005, eh bien, la reconnaissance se fait sur la base de la coordination des conditions minimales de formation, notamment en fonction de la spécialité. Et du coup, dans cette annexe, on va avoir la présentation des diplômes par pays, le type de formation qui est exercé, l'organisme qui détient le titre, qui peut attribuer ce titre, et le certificat qui accompagne le titre de formation. Par exemple, un médecin dans cette directive qui aurait eu son diplôme au Portugal, eh bien, doit justifier de la Carta de Curo de Licenciatura, je n'ai pas l'accent portugais, vous l'avez compris, qui est délivré par l'Universidades, le diploma comparativo da conclusão est livré et à partir du 1er janvier 86. Voilà. On a en général ces éléments qui sont indiqués dans l'annexe 5 de la directive, de cette directive, et qui nous permet de savoir exactement s'il est en mesure d'exercer la médecine en France en étant titulaire de ce diplôme qui est européen au sens donc assimilé éventuellement de l'espace économique européen. Bon, alors ça, c'est même pas vraiment une procédure d'autorisation d'exercice. On est plutôt dans une équivalence de diplôme qui nous permet de pouvoir intégrer des praticiens. Et dans leur attente de l'inscription à l'ordre, les praticiens à diplôme européen, à ce moment-là, vu qu'aujourd'hui, on n'a plus justement ces possibilités de recrutement sur la base de praticiens attachés associés ou autres, eh bien, ce qu'il faut pouvoir faire, c'est de les intégrer dans le parcours. Donc, soit, effectivement, on va tout de suite aller sur le terrain, et vous allez voir, on va le voir ensuite, sur ces éléments-là, ou en fin de compte, dans la procédure d'autorisation d'exercice de droit commun, eh bien, ils vont tout de suite déposer un dossier de demande d'autorisation d'exercice sans passer par l'épreuve de vérification des connaissances. Et donc, la commission d'autorisation d'exercice pourra leur délivrer une autorisation ministérielle de manière plus rapide. C'est pour ça que je le disais en début de slide, c'est que eh bien, notamment les Ousmane et Dressen ne passent pas nécessairement par l'épreuve de vérification des connaissances, mais dans une version très raccourcie. C'est ça, normalement, qu'ils doivent emprunter. Par contre, si vous avez aujourd'hui un praticien qui vient d'un autre pays européen et qui veut être recruté dans votre établissement, si il ne veut pas passer par cette procédure d'autorisation d'exercice délivrée par le CNJ, ça ne va pas être envisageable de le recruter. Enfin, aujourd'hui, on a besoin de ce cadre quand même là
pour le faire. Alors, a priori, s'il remplit, vous pouvez aller voir la directrice du Parlement européen, vous pouvez aller voir peut-être l'annexe 5 pour voir s'il remplit cette condition-là. Peut-être que ça permettrait d'aider et à ce moment-là, transmettre rapidement ce dossier au CNG pour qu'il puisse valider rapidement le fait que ce praticien dispose du diplôme qui lui permet d'exercer en France et qui est reconnu par rapport à l'équivalence, etc. C'est possible. En quelque sorte, ce que je vous dis là, c'est mâcher le travail du CNG pour vous permettre d'aller plus vite dans le recrutement. C'est vrai qu'aujourd'hui, recruter un praticien qui a un diplôme étranger sans passer par l'une de ces procédures-là, c'est plus possible comme avant. On a c'est un petit peu sécurisé sur ce point. Euh, alors, on m'interroge sur le fait de ne pas avoir le support. Vous n'avez pas le support chez vous, c'est ça, avec vous, en version PDF ou autre, ce qui pour le coup est normal, vous l'aurez après. Par contre, si vous ne l'avez pas affiché sur votre écran, là, il y a un souci. Dites-moi ce qu'il en est de ça. Euh, mais voilà, normalement, c'est affiché chez vous, mais vous ne le détenez pas encore. Euh, Oui, d'accord, très bien. Bah, vous l'aurez. La NFH vous le transmettra. Euh, vous transmettra cet élément, avec le replay notamment du webinaire. Donc ça, on est sur le côté praticien à diplôme européen, hein, donc pas hors Union européenne. Quelque part, on est un petit peu hors sujet même en parlant de ça, mais je pense que c'est important de pouvoir l'envisager. Mais justement, basculons sur les autres, hein, où je vous le disais, on va avoir deux procédures d'autorisation d'exercice. D'une part, la procédure dérogatoire, qui eh bien, gardait une certaine existence jusqu'au 30 avril 2023, même si elle a pris fin bien avant, mais elle avait pris fin bien avant parce que eh bien, les dossiers déposés pouvaient l'être jusqu'au 30 octobre 2021 par les praticiens eux-mêmes. C'était cette procédure, la première, la procédure dérogatoire, qui donnait lieu à l'exercice, à une autorisation d'exercice temporaire. Une autorisation d'exercice temporaire qui devait être confirmée, c'est notamment celle qui intégrait les praticiens attachés associés. Et à côté, eh bien, la procédure d'autorisation d'exercice plus pas classique, mais celle qui aujourd'hui est l'unique et la seule que devront intégrer tous les praticiens à diplôme hors Union européenne pour pouvoir se soumettre à l'épreuve de vérification des connaissances. Donc, on a ces deux procédures qui, en fait, ne coexistent plus, hein, mais qui, quelque part, créent des effets un petit peu différents. Et c'est pour ça que ce que je vous propose, c'est de pouvoir nous pencher rapidement sur la procédure dérogatoire d'autorisation d'exercice, surtout pour qu'on sache qui était concerné par cette procédure et ce qu'il en est. Et donc, eh bien, et éventuellement, pour les questions que j'ai pas le temps de lire tout de suite pendant ma présentation, je répondrai plutôt à la fin, à voir en fonction des cas. Ne vous frustrez pas si c'est le cas, ou ne m'en voulez pas trop sur ces points. Alors, sur cette procédure dérogatoire d'exercice, donc c'était notamment cette procédure là qui a permis de régulariser et donc du coup, eh bien, cette procédure dérogatoire d'autorisation d'exercice permettait justement d'obtenir cette autorisation temporaire qui était délivrée par l'ARS. Les conditions pour pouvoir déposer cette demande de procédure dérogatoire, donc de pratique temporaire, qui devait être déposé le 23 octobre 2021 auprès des ARS, eh bien, était conditionné au fait d'être médecin en capacité d'exercer dans son pays d'origine, mais les praticiens en cause devaient aussi justifier de fonctions rémunérées en France. Eh bien, ces fonctions rémunérées en France, c'était pendant au moins 2 ans en équivalent temps plein depuis le 1er janvier 2015, plutôt une journée d'exercice dans un établissement de santé social ou médico-social d'ailleurs, entre le 1er octobre 2018 et le 30 juin 2019.
Et donc, le praticien qui remplissait ces conditions pouvait bénéficier éventuellement, après étude de l'ARS, d'une autorisation temporaire d'exercice. Et là, ils étaient ce qu'on appelait ces praticiens du stock. Euh, En sachant que l'équivalent temps plein était calculé sur la base de 10 demi-journées par semaine, bien entendu, hein. Donc, pour les personnels médicaux, parce que vous le savez, hein, on calcule sur une base de demi-journée sans qu'on sache toujours à combien de temps correspond cette demi-journée. Si vous me posez la question, je ne l'aurais pas, hein, toujours pas. Si par contre ils étaient sur la base d'un autre statut, notamment non personnel médical, eh bien là, ils étaient sur la base de 1607 heures annuelles. Bien entendu, c'est le temps plein. Et donc, du coup, on est sur cette base-là. Alors, effectivement, alors juste pour répondre du coup à cette question là qui peut être dans le prolongement de celle de précédemment, c'est que un praticien hors Union européenne, donc ressortissant hors Union européenne, mais qui a un diplôme européen, là pour le coup, eh bien en raison de son diplôme à caractère européen, va pouvoir intégrer le parcours, à voir après quelle est sa qualité, mais le parcours d'autorisation d'exercice directement auprès du CNG. À voir par rapport à différents éléments en matière de maîtrise du français, etc. Hein, mais normalement, d'après ce que vous me dites là, à mon avis, il n'y a pas de souci sur cet aspect-là. Et donc, du coup, on pourrait basculer sur l'autorisation faite par le CNG directement. On va revenir dessus sur cette procédure-là. Et donc, du coup, eh bien, on avait donc ces praticiens qui remplissaient ces doubles conditions, avoir exercé pendant au moins 2 ans et avoir exercé au moins une journée dans un établissement de santé ou médico-social, social ou médico-social, et qui pouvaient déposer leur demande avant le 30 octobre 2021. Dès lors qu'ils déposaient cette demande, eh bien, ils pouvaient partir sur la base d'une autorisation temporaire déposée auprès de l'ARS de leur lieu de résidence. Alors, à l'origine, en plus, hein, c'était d'ailleurs un exercice exclusif en établissement public de santé. Ça a été ensuite un petit peu amélioré, ce système-là, pour autoriser les praticiens qui exerçaient dans le domaine social ou médico-social euh, pour, euh, pour pouvoir prétendre à cette autorisation temporaire d'exercice. Et même le Conseil constitutionnel a pu relever hein, que le limiter au seul praticien dans un établissement public de santé n'était pas justifié par l'objectif de la loi ou par un motif d'intérêt général, et donc ça constituait une rupture d'égalité de ces praticiens. Et donc, du coup, eh bien, aujourd'hui, tous les praticiens qui ont, enfin, tous les professionnels qui ont exercé dans un établissement pendant au moins 2 ans et qui justifient d'au moins une journée d'exercice, pas seulement dans un établissement public de santé, mais aussi éventuellement en social ou médico-social, donc pas que du sanitaire, pouvaient bénéficier de cette attestation temporaire d'exercice délivrée par l'ARS, donc ce praticien-là, aujourd'hui du stock, qui normalement doit avoir fait l'objet d'une régularisation par le CNG depuis le 1er mai. C'est des choses qui commencent à arriver aussi, hein, parce qu'ils avaient de gros dossiers sur ces points-là. Et donc, eh bien, attestation temporaire d'exercice, recruté dans les établissements de santé en tant que praticien attaché associé, et tant que le CNG n'avait pas rendu la décision, ils exerçaient leur fonction, ils exerçaient leur fonction sous statut probatoire. Hein. Alors, statut probatoire, c'est-à-dire fonction probatoire, pas statut probatoire de praticien, bien entendu, hein, mais dans des stages d'adaptation, quelque part. Euh, et donc, du coup, il pouvait exercer ce stage d'adaptation sous ce statut de praticien attaché associé. Euh, et ensuite, eh bien, il y avait l'autorisation de plein exercice qui le faisait. Euh, alors, le problème aujourd'hui, c'est que vu qu'on n'a plus ce système-là
notamment de recrutement sous le statut de praticien attaché associé. On ne peut plus recruter dans l'attente de passer à la procédure. On n'a plus de statut temporaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire les choses dans le sens qu'on les faisait auparavant, où on recrutait en attendant que la procédure soit empruntée. Enfin, c'est un petit peu fait pour ça aussi, de sécuriser l'ensemble de cette procédure-là d'autorisation d'exercice, qui fait qu'on ne peut plus recruter s'il n'y a pas au moins le dossier déposé auprès du CNG. En plus, maintenant, c'est le CNG qui va recentrer tout ça. Donc, j'espère qu'ils vont relever les moyens du CNG pour lui donner les moyens, justement, de poursuivre sa mission sur ce point-là avant. Alors, bref, pour revenir sur cet élément-là, vous aviez ces praticiens qui étaient en mesure d'exercer dans leur pays d'origine, qui avaient exercé en France aussi, mais pas forcément la profession de médecin non plus, et qui intégraient la procédure dérogatoire pour bénéficier d'une attestation temporaire délivrée par l'ARS, valable pendant toute la durée de l'examen du dossier par la commission régionale de l'ARS. Et ensuite, la commission régionale de l'ARS transmettait l'autorisation auprès du CNG. Et ensuite, le CNG, la Commission nationale d'exercice, pouvait délivrer soit une prescription de parcours complémentaire, soit autorisation de plein exercice, soit rejet complètement de l'autorisation, soit autorisation temporaire dans le cadre de la prescription d'un nouveau parcours de consolidation ou d'un complément de parcours de consolidation. Et donc, du coup, cette autorisation temporaire était livrée à ces candidats en poste, hein, ce qui était pratique parce que ça voulait dire qu'on pouvait recruter un praticien, comme vous le dites un petit peu à travers certaines de vos questions, c'est que je pouvais recruter un praticien qui possédait un diplôme hors Union européenne dans l'attente de la régularisation de sa situation. Aujourd'hui, ça ne semble plus juridiquement possible. C'est-à-dire que je ne peux plus contracter avec un praticien qui ne remplit pas les conditions légales pour exercer la médecine en France. Il doit pouvoir passer par le régime, par l'autorisation d'exercice délivrée par le CNG. S'il ne le fait pas, a priori, je ne peux pas le recruter, en tout cas sous statut de praticien. On pourrait passer éventuellement et c'est pour ça que moi j'ai un doute sur le fait que les faisans fonction interne ne soient plus consacrés aux praticiens à un diplôme en Union européenne, même si c'est plus trop le cas. Mais voilà, si ça passera pas ça, ou si ça passera pas plus complètement par le statut de stagiaire associé. C'est pas la même chose, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Mais effectivement, pour trouver une situation temporaire, on serait plus dans cette solution-là. Alors, juste pour poursuivre, pour finir sur cette procédure dérogatoire, hein, sur cette autorisation temporaire d'exercice de la médecine, donc on avait la Commission nationale d'autorisation d'exercice qui ensuite était, alors qui existe toujours, mais qui n'est plus consacrée à ça, qui pouvait émettre un avis favorable ou défavorable, ou recommander un parcours de consolidation des compétences. En plus, à noter que si jamais cette Commission nationale d'autorisation d'exercice garder le silence pendant 12 mois à compter de la réception du dossier complet, ce silence pendant 12 mois vaut refus. Donc, du coup, le praticien ne pourra pas exercer dans un établissement français. Et donc, du coup, cette Commission nationale d'autorisation d'exercice, même si elle a validé les autorisations temporaires d'exercice de la procédure dérogatoire, elle existait déjà et elle continue à exister aujourd'hui pour les autres praticiens, les autres médecins étrangers qui peuvent intégrer par une autre voie, sur laquelle on va revenir ensuite. Mais cette Commission nationale d'autorisation d'exercice, dans le cadre de la procédure dérogatoire, recevait tout le dossier instruit notamment par l'ARS au niveau régional et ensuite pouvait prescrire une autorisation de plein exercice aux praticiens pour l'autoriser en raison de ces éléments.
sur ce plan-là. Et donc, du coup, eh bien, on pouvait aller sur la base, après décision du CNG, d'autorisation de plein exercice ou de complément de parcours de consolidation sous statut de praticien associé aussi. Euh, tout à fait envisageable. Et aujourd'hui, c'est le cas. Aujourd'hui, hein, depuis normalement le 1er mai 2023, les établissements ont eu communication des différents éléments euh, qui concernent ces praticiens qui avaient été autorisés de manière temporaire à exercer en France par l'ARS, par la commission régionale de l'ARS. Et donc, au 1er mai, le CNG devait prendre sa décision sur l'acceptation de ces éléments, sur le fait d'exercer ou pas en plein exercice ou d'intégrer un parcours de consolidation des compétences avec éventuellement complément. Non, parce qu'en plus, si on avait un praticien attaché associé qui exerçait depuis 1 an, on pourrait considérer que si on doit prononcer un complément de parcours de consolidation, on sera plus sur une année supplémentaire pour parfaire la durée du parcours de consolidation. Et ça peut être quelque chose de très précis, hein, ça peut être des stages très précis, ça peut être l'inscription en scolarité, etc. Hein, donc voilà la dimension que vous pouvez prendre l'autorisation d'exercice par l'ARS. Je vous propose ce schéma qui permettait de résumer la procédure dérogatoire d'autorisation d'exercice de ces médecins pas dus qui justifiaient de fonctions rémunérées en France sur un équivalent temps plein pendant 2 ans et au moins un jour dans un établissement de santé sociale ou médico-sociale entre 2018 et 2019 et donc du coup qui pouvaient intégrer ce parcours dérogatoire de demande d'autorisation d'exercice de l'ARS avant le 3 octobre 2021. Ensuite, ils pouvaient bénéficier d'une attestation d'exercice temporaire dans leur établissement d'affectation par l'ARS, sous statut de praticien attaché associé ou d'assistant associé éventuellement en fonction des conditions. Et la commission régionale de l'ARS, forcément dissoute au 31 décembre 2022, puisque eh bien, le CNG prenait le relais sur les dossiers et tous les dossiers devaient être transmis avant cette date-là au CNG. En général, ça l'a plutôt été fait pour avoir travaillé avec beaucoup d'ARS sur ces points-là. Les ARS étaient plutôt à jour et attendaient justement de l'ARS la suite donnée. Le problème, c'est que l'ARS s'est retrouvé avec de très, très, très nombreux dossiers, des milliers de dossiers à devoir traiter en même temps sur ces points-là pour pouvoir rendre après soit une décision de plein exercice, soit une décision de parcours de consolidation des compétences, soit rejeter aussi la demande, ce qui a été plus rare. Il y a eu beaucoup de décisions d'autorisation de plein exercice qui ont été délivrées par les ARS, je trouve sur ces points. Et donc, du coup, comme je vous le disais, au 30 avril 2023, normalement, cette décision devait être prise. Le ministre chargé de la Santé avait bien précisé que ce serait le cas au 30 avril. J'ai l'impression que beaucoup d'établissements n'ont pas reçu ces éléments. Alors, peut-être que l'instruction a été faite, mais que la décision n'a pas été prise, ou la durée, etc. Donc, voilà, je ne sais pas, il y a peut-être encore une petite phase de transition. On est au cœur d'une actualité brûlante sur ce point-là. Mais normalement, voilà, au plus tard, le 30 avril 2023, le CNG devait s'être prononcé sur les demandes d'autorisation d'exercice pour ces praticiens qui bénéficient d'une autorisation temporaire. Donc, comme on dit, plutôt les praticiens du stock sur ce point-là. Et cette décision doit préciser la nature et la durée des stages. Donc, la nature, c'est-à-dire les spécialités à accomplir, les différents domaines où le praticien doit aussi pouvoir renforcer ses compétences. Le CNG, d'ailleurs, à travers cette décision, affecte le candidat dans une circonscription géographie, dans une subdivision et dans un CHU. Et comme je vous l'ai dit, le silence du Centre national de gestion sur ce point-là, pendant 12 mois, vous refus de l'acceptation d'autorisation d'exercice. Normalement, mais alors, vu des délais ces derniers temps qui ont pu être faits par qui ont pu être pris par le CNG, on ne va pas se concentrer sur le fait qu'au bout de 12 mois, ça va être refus, même si quelque part,
Ça peut être intéressant aussi, avant même l'extinction du délai de 12 mois, de revenir vers le CNG pour interrompre ce délai et pour lui demander ce qu'il en est de la suite donnée à la demande du praticien. Si jamais le CNG compte prescrire un nouveau parcours de consolidation des compétences ou un complément de ce parcours-là, ou rejeter complètement l'autorisation d'exercice du praticien, eh bien à ce moment-là, ça lui est notifié et motivé, hein, pour qu'il puisse en connaître les raisons. Et donc, du coup, eh bien, c'est justement cette première procédure d'autorisation dérogatoire, d'autorisation temporaire, qui a été prise. Et qui va faire. Alors, du coup, ce silence du CNG pendant 12 mois, a priori, non, il n'est pas opposable aux situations Oxpan et Tressen. Situation d'Oxpan et Tressen ne passe pas par justement cette autorisation temporaire d'exercice. C'est seulement dans ce cas-là qu'il en est. Alors, donc, du coup, c'est pas le cas. Par contre, c'est justement plutôt sur cette procédure-là que les Dressen et Oxpan vont pouvoir se greffer sur la procédure de droit commun aujourd'hui, pour laquelle justement il n'y a pas cette notion des 12 mois, où normalement ça devrait être plus fluide aussi. La procédure de droit commun d'autorisation d'exercice, c'est la seule aujourd'hui qui existe. Alors, juste avant, je vous ai présenté la procédure dérogatoire qui permettait à l'ARS de délivrer une autorisation temporaire d'exercice à un praticien recruté, en général sous statut de praticien attaché associé, par un établissement. Mais aujourd'hui, la procédure de droit commun d'autorisation d'exercice est la plus classique. Qui peut poser un petit problème, c'est qu'on n'a pas de statut temporaire sous lequel recruter le praticien. Il sera pas, puis il sera praticien associé quelque part, hein, c'est-à-dire que ça sera le seul statut. Et pour pouvoir intégrer ce statut, eh bien, il devra passer par cette procédure d'autorisation d'exercice avec épreuve de vérification des connaissances. Alors, on a plusieurs types de candidats dans cette nouvelle procédure, dans cette procédure aujourd'hui qui est celle de droit commun. Hein, on a eh bien, ceux qui détiennent le diplôme dans leur pays d'origine et donc ils s'inscrivent dans la spécialité qui correspond à celle de leur pays d'origine en France. Et ensuite, on va avoir aussi éventuellement les réfugiés et apatrides, pareil, hein, où ils vont pouvoir faire acte de candidature. Et ensuite, on avait ceux qui étaient sur la base de la procédure dérogatoire qui pouvaient intégrer aussi cette nouvelle procédure de vérification des connaissances. Et enfin, on a aussi les Dressen et les Oxman qui peuvent l'intégrer, mais l'intégrer sans passer par les preuves de vérification des connaissances, ils peuvent tout de suite demander et déposer un dossier auprès de la commission d'autorisation d'exercice du CNG. C'est possible de le faire un petit peu aussi, de la même façon, c'était une des questions qui a été posée, pour les praticiens qui détiennent un diplôme européen, mais sont ressortissants non européens. Ils peuvent être soumis à procédure d'autorisation d'exercice de la maîtrise par rapport à leur maîtrise du français, en fonction du pays duquel ils viennent, mais sinon, eh bien, ils peuvent directement déposer leur demande auprès du CNG. Sur ce point. D'accord? Et donc, ils font tout de suite le dossier de demande d'autorisation d'exercice. Alors, avant que je vous montre justement le modèle de ce recrutement sur le même modèle que celui de la procédure dérogatoire, je vous le disais, on a notamment cette liste A au nombre de places limitées des praticiens qui détiennent un diplôme dans leur pays d'origine, et classique hein, sur ce point-là, qui vont pouvoir déposer leur demande d'exercice auprès du CNG. Et d'ailleurs, au début de cette procédure, hein, le choix de la spécialité, elle était à l'appréciation du candidat. Hein, donc, il pouvait être éventuellement médecin généraliste dans son pays et souhaiter exercer, par exemple, en urologie. Alors, aujourd'hui, on est sur vraiment la spécialité exercée par le praticien dans son pays d'origine.
Et on a un nombre de candidats très important qui passent par la voie d'un concours et qui représente environ 6 à 10 fois le nombre de postes disponibles. Et donc, le taux de réussite est assez faible, hein, puisque c'est entre 10 et 20%. Euh, et peut-être que le pourcentage va évoluer, parce que je crois qu'on ouvre quand même la possibilité de le faire. En sachant que même si on n'a que 10% de réussite, toutes les notes sont plutôt élevées, hein. C'est-à-dire, d'après ce que j'ai pu voir, vraiment, on a des notes très élevées. Et le dernier candidat reçu, il est très, très, très largement au-dessus de la moyenne. Dans la plupart des spécialités, hein, on est sur voilà, le dernier candidat reçu, on serait sur je crois que la dernière fois, j'ai vu un 15-16 pour, je crois que c'était 16 là-dessus. Donc, on est vraiment très largement au-dessus. Et donc, le nombre de postes en plus ouverts augmente chaque année. Donc là aussi, ça peut être, enfin j'espère que ça peut rassurer les établissements, puisque par exemple, en 2007, on était sur 165 postes ouverts, il est passé à plus de 2000 en 2022. On était à 866 en 2019, 1332 en 2020, 1980 en 2021. Donc on a vraiment essayé de progresser chaque année, voilà, de presque ouverture de 600 postes. Ah ouais. Alors, pour cette liste A de la procédure d'autorisation d'exercice, donc de droit commun, donc l'épreuve de vérification des connaissances, le praticien de la liste A, hein, donc celui qui peut exercer dans son pays d'origine, qui a une spécialité et qui donc va se soumettre à l'épreuve, une vérification des connaissances qui prend la forme d'un concours, il peut la passer 4 fois euh, sur sa spécialité à lui et va pouvoir déposer cette candidature auprès de l'ARS. Ça va être vraiment celui qui eh bien, est inscrit dans la spécialité qui correspond à celle obtenue dans son pays d'origine. Alors, comme on dit, la liste A, la liste classique. Après, on a bien sûr ceux qui peuvent intégrer le parcours d'épreuve de vérification des connaissances, donc l'autorisation d'exercice classique, parce qu'ils ont la qualité de réfugiés ou apatrides. Hein, donc, ceux qui bénéficient de l'asile territorial, ceux qui ont rejoint le territoire à la demande des autorités aussi, vont pouvoir faire l'objet d'un recrutement et vont pouvoir aussi passer par une procédure d'autorisation d'exercice qui, pour le coup, ne prend pas exactement la même forme. L'inscription à l'origine est faite auprès du CNG et pour le coup, c'est pas un concours, mais un examen qui est à peu près sur la même base que celle des listes A, avec un nombre maximum de tentatives limité à 4, comme pour les praticiens de la liste A. Et donc, du coup, eh bien, ils vont pouvoir faire l'objet d'une étude par le CNG, puisque eux déposent leur dossier auprès du CNG, contrairement à la liste A, qui dépose auprès de l'ARS. Voilà, ça c'est des petites subtilités, ça me paraît quand même important que les praticiens eux-mêmes le sachent ou que les établissements puissent accompagner, parce que parfois, ça fait partie des questions, justement, ça fait partie de ces interrogations des praticiens, ou ça fait partie des interrogations des établissements qui ont besoin de ces praticiens et donc ont besoin de les guider dans la procédure pour que après ils puissent justement les recruter sur ces points. Et puis après, on avait la liste C auparavant, alors qui aujourd'hui ne va plus vraiment exister, plus avoir de raison d'être, puisque la liste C, c'était ces praticiens qui passaient par la procédure dérogatoire, par la procédure d'autorisation temporaire d'exercice, qui n'existe donc plus aujourd'hui. Donc, plus besoin de se poser de questions sur ça. Donc, tout ça, enfin, c'est aujourd'hui les listes A, B et C qui permettent aux praticiens d'intégrer l'épreuve d'autorisation d'exercice et intégrer le parcours d'autorisation d'exercice et l'épreuve de vérification des connaissances. Mais je vous l'ai dit, on a aussi des praticiens qui ont un diplôme européen, hein, notamment l'ITRESEN, soit eh bien, c'est un ressortissant
qui a un diplôme d'un État membre, mais qui n'est pas conforme à la directive que je vous ai présentée tout à l'heure, soit c'est un ressortissant de l'Union européenne, mais qui a un diplôme hors Union européenne, mais ce diplôme est reconnu par un État de l'Union européenne. Hein. Et donc, du coup, tous ceux qui ont ces diplômes qui pourraient exercer en Europe, mais pas forcément en France, eh bien, vont pouvoir passer aussi par une procédure simplifiée d'autorisation d'exercice euh, et intégrer les éléments sans éventuellement passer par l'épreuve de vérification des connaissances. Après, le CNG pourra délivrer aussi des éléments complémentaires pour que le praticien intègre le statut de praticien associé. En général, pour cet praticien, ce ne sera pas forcément le cas, ce sera moins systématiquement le cas. Hein, le CNG ne va pas aller sur le terrain de la procédure de parcours de consolidation des compétences pour les praticiens Dressen et Oxman qui l'intégreront bien plus tard. Et en général, après le stade du praticien associé, puisque ces praticiens-là, donc plutôt ceux qui ont un diplôme européen et à voir s'ils peuvent exercer, hein, notamment si vous avez un praticien, pour faire écho à un exemple, hein, tunisien qui a un diplôme de l'Union européenne, par exemple espagnol, eh bien, va se poser la question de savoir s'il peut exercer en France. Il ne pourra pas exercer tant qu'il n'a pas l'autorisation du CNG, mais par contre, l'autorisation du CNG, il pourra l'avoir beaucoup plus rapidement sans passer par l'épreuve de vérification des connaissances. Voilà. Il dépose un dossier directement auprès du CNG pour que le CNG autorise. C'était dans ce sens-là que je vous disais tout à l'heure, notamment, si vous avez un praticien qui est ressortissant d'un État tiers à l'Union européenne ou à l'Europe, à l'espace économique européen, mais qui est titulaire d'un diplôme européen, eh bien, vous avez l'annexe 4 de la directive que vous pouvez consulter pour voir s'il remplit la condition, et ça va vous donner une indication peut-être sur la suite qui sera donnée par le CNG au dossier. Ou ça peut vous permettre de pré-analyser le dossier du CNG pour que le CNG puisse analyser plus rapidement toutes les données du dossier. Et donc, voilà. Alors après, je vous disais aussi, Dressen-Oxman, c'est le nom de certaines jurisprudences de ressortissants, notamment hollandais. Dressen, c'était un ressortissant communautaire titulaire d'un diplôme qui ne figurait pas parmi ceux énumérés par la directive. Et donc, du coup, il fallait que justement l'État d'accueil puisse opérer une comparaison des compétences et de l'expérience acquise avec toutes les qualifications, etc. Et donc, du coup, les personnes qui ont obtenu un diplôme dans l'Union européenne, mais qui n'est pas conforme aux conditions minimales de formation, eh bien, on peut leur demander de mettre en place des mesures qui permettent d'acquérir les formations manquantes ou de compléter l'exercice insuffisant de leur métier. Les Hawksman, pour le coup, eh bien, c'est le nom d'un urologue qui avait fait ses premiers et deuxième cycles en Argentine et sa spécialité en Espagne. Et, et il exerçait en fait de façon pleine et autonome en Espagne et il demandait un exercice en France, qu'il a obtenu. Et donc, eh bien, il avait fait le début de ses études de médecine en Argentine, la fin en Espagne. Il exerçait en Espagne en plein exercice. Et donc, il a pu demander l'exercice en France, qui a pu être accepté sans trop de difficultés aussi, en raison du niveau de diplôme qu'il avait acquis et de l'expérience aussi qu'il avait acquise. Les médecins à diplôme hors Union européenne, hein, qui ont bénéficié de la reconnaissance de leur diplôme dans un pays de l'Union européenne et qui ont exercé dans ce pays pendant une durée de 3 ans de façon autonome, peuvent se présenter devant éventuellement une autre commission, la commission du régime général européen, qui accepte, refuse ou demande des compléments aussi là-dessus. Hein, c'est tout à fait possible, notamment pour pouvoir justifier s'ils remplissent les conditions, etc. Après, moi, je pense que le mieux, hein, c'est quand même que ces praticiens Dressen et Oxman eh bien, déposent un dossier auprès de la Commission nationale d'autorisation d'exercice du CNG directement, afin que la procédure soit plus rapide. Hein,
Donc, du coup, c'est aussi ça hein, pour les praticiens qui détiennent un diplôme de l'Union européenne, même, hein, même Union européenne, donc même pas seulement Espace économique européen, Union européenne. Et si le diplôme est reconnu par l'Union européenne, mais que, eh bien, ils ont une nationalité hors Union européenne, justement, ils devront quand même passer devant la Commission nationale d'autorisation d'exercice, mais pas nécessairement se soumettre à épreuve de vérification des connaissances. L'épreuve de vérification des connaissances, c'est vraiment l'inscription de ces praticiens à l'épreuve de vérification des connaissances pour qu'ensuite ils puissent basculer sous un autre régime. Et parfois, le simple fait qu'ils aient exercé dans un pays étranger de façon autonome, etc., eh bien, ne veut pas dire qu'ils peuvent prendre en charge des patients sur le territoire français. Pourquoi est-ce que je dis ça comme ça? C'est parce que, eh bien, si je suis un praticien à diplôme hors Union européenne ou à diplôme Union européenne, mais que voilà, je viens par exemple d'Argentine et que j'ai exercé en Espagne, que je veux exercer en France. Bon, je ne serais peut-être pas le mieux à même de comprendre et d'intégrer toutes les subtilités du langage français au stade auquel où je vais exercer. C'est pour ça que, notamment, on peut exiger, ou enfin, c'est le CNG, comme compte, qui va pouvoir exiger euh, un niveau de maîtrise du français minimum sur la base de la réussite à certains diplômes qui existent déjà. C'est-à-dire que le praticien, et ça, ça peut être une indication de la part des établissements de dire aux praticiens, euh, présentez-vous à un test de connaissance de la langue française, équivalent au minimum du niveau B2. Et puis comme ça, eh bien, si vous avez cet élément-là dans votre dossier, ça permettra aussi au CNG d'aller plus vite dans la reconnaissance. Alors après, si c'est le bac en français, si c'est un diplôme français de niveau équivalent ou supérieur, si au bac, hein, du coup, si c'est une attestation délivrée nominativement par l'établissement d'origine euh, sur euh, avoir exercé le cursus d'études en langue française, euh, ou éventuellement, eh bien, si les praticiens sont réfugiés apatrides ou protection subsidiaire aussi, hein. Donc c'est plus l'asile politique sur ce point-là, eh bien, ces derniers peuvent apporter la preuve de leur maîtrise du français par différents moyens. Et c'est ce qui vont permettre. Euh, et donc, de la même façon, un praticien nationalité française, mais des diplômes hors Union européenne, donc hors Union européenne, là, on est sur un praticien, justement, un diplôme totalement hors Union européenne. Et donc, du coup, eh bien, ce praticien reste un pas dû. Il va devoir quand même pouvoir bénéficier d'une autorisation d'exercice par le CNG. Hein, forcément, il faut que le CNG se pose cette question-là. Euh, Et donc, du coup, ah oui, on me demande donc bien les procédures avant réglementation qui restent toujours d'actualité. Bah, la différence, c'est que, en fin de compte, et vous allez voir, ça va devenir clair pour vous quand vous allez voir la différence avec notamment le schéma, c'est que précédemment, on était dans une procédure. Alors, précédemment, il y avait les deux, hein, la procédure temporaire et cette procédure d'autorisation d'exercice. Mais je peux comprendre que il y a beaucoup de choses. Donc, on était sur, sur ce schéma-là, hein, d'attestation d'exercice temporaire délivré par l'ARS pour ensuite pouvoir éventuellement obtenir une décision, soit de plein exercice, soit de parcours de consolidation, soit de rejet de la demande. Alors qu'aujourd'hui, on est plutôt dans un autre format là-dessus, où eh bien, les praticiens diplômés en Union européenne qui peuvent éventuellement exercer dans le pays d'origine ou qui sont réfugiés ou apatrides ou qui ont exercé des fonctions rémunérées en France, mais qui normalement bénéficient d'une autorisation temporaire, se soumettent à EVC, à épreuve de vérification des connaissances, pour pouvoir ensuite eh bien, être autorisés par le CNG à exercer en période probatoire. Et eh bien, à la suite de la période probatoire, la commission d'autorisation d'exercice va pouvoir se pencher sur leur dossier et délivrer une autorisation d'exercice.
c'est celle-ci, la procédure d'autorisation d'exercice de droit commun, celle qui existe aujourd'hui, et que les PADU vont intégrer. Voilà. Alors ça, c'était vraiment pour vous ressouligner la différence entre les deux. Donc là, c'est ce que je suis en train de vous expliquer, cette procédure d'autorisation d'exercice de droit commun, justement, sur ces points. Avec des éléments en matière de dossier d'inscription aussi, hein, pour toutes les listes, hein, notamment. Important, forcément, la carte d'identité, le diplôme de médecin, l'attestation de réussite au test de connaissance en langue française, le cas échéant. Et si on est sur la liste B, hein, donc la liste B, c'est celle qui concerne les réfugiés ou apatrides, eh bien, dans cette condition-là, la chose qu'on va exiger, c'est le document officiel qui justifie l'inscription en liste B et éventuellement, hein, donc, accord sur la demande d'asile et pour les Français qui ont regagné le territoire à la demande des autorités, eh bien, tout document qui permet de prouver leur retour dans les 3 mois qui suivent la consigne donnée par les autorités sur le retour en France. On peut avoir des médecins russes, ukrainiens, etc., qui peuvent être dans cette situation ces derniers temps. Voilà. C'est plutôt il y a 1 an, un peu plus d'1 an. Donc ça, c'est la procédure d'autorisation d'exercice de droit commun. Euh, donc ça, c'était les conditions d'exercice, mais on a aussi eh bien, un circuit éventuellement qui peut être indiqué aux praticiens. Praticiens donc, qui vont pouvoir s'inscrire sur le site de l'ARS ou le site du CNG avec une plateforme d'inscription électronique avec préinscription, etc., qui peut être fait. Donc, vous pouvez indiquer, hein, on sait en général que les praticiens peuvent être guidés sur l'ensemble de ces éléments-là pour pouvoir faire l'objet de cette inscription dans ce parcours de procédure d'autorisation d'exercice. Alors, juste pour repréciser un élément, c'est que effectivement, on me dit que ces deux procédures coexistent quelque part aujourd'hui, mais c'est pas vraiment qu'elles coexistent. C'est plutôt que les effets qu'elles produisent coexistent. Mais les deux procédures n'existent plus de manière concomitante. La procédure temporaire dérogatoire d'autorisation d'exercice qui donnait lieu à une autorisation temporaire, eh bien, n'existe plus. L'autorisation temporaire en elle-même demeure, ça c'est sûr. Et le praticien attaché associé qui a été autorisé de manière dérogatoire et temporaire à exercer la médecine en France, effectivement, peut continuer à le faire parce qu'il n'est que placé en voie d'extinction. Donc, si son contrat a été renouvelé avant le 31 décembre 2022, comme beaucoup d'établissements ont pu le faire, eh bien, il va pouvoir continuer à exercer le temps d'avoir une autorisation du CNG de plein exercice. Donc ça, c'est vraiment ceux qui sont sur la procédure dérogatoire. On va revenir dessus. Alors que sur la procédure d'autorisation d'exercice aujourd'hui de droit commun, là, on est vraiment dans la procédure applicable désormais, et a priori depuis même fin 2021, qui permet vraiment d'aller sur le terrain d'un recrutement en parcours de consolidation sous statut de praticien associé après autorisation du CNG. Point. C'est un petit peu, voilà, on a essayé d'harmoniser, de simplifier, peut-être de durcir sur certains aspects cet élément, mais c'est ce qui permet aujourd'hui aux praticiens de pouvoir exercer quand ils sont titulaires d'un diplôme hors Union européenne. Et c'était dans ce sens-là que eh bien, je vous proposais du coup d'avoir cette typologie entre les 3 listes qui permettent l'inscription, sachant que la liste C eh bien, ne va plus exister puisque on est sur la base de ces praticiens qui avaient intégré la procédure dérogatoire et qui bénéficient d'une attestation temporaire. Mais rien ne les interdisait de passer par justement cette procédure d'autorisation d'exercice de droit commun. Moi-même, je les inviterais plutôt aujourd'hui, s'ils sont en difficulté et qui n'ont pas les diplômes requis, qui ne disposent pas d'une autorisation d'exercice délivrée par l'ARS, à ce que bien, je les inciterais plutôt à aller sur le terrain de cette nouvelle procédure d'autorisation d'exercice qui va passer par une épreuve de vérification des connaissances nécessairement. Et je vous rappelle d'ailleurs, hein, à travers ce tableau, qu'on a surtout la liste A et la liste B qui ne vont pas être exactement sur les mêmes bases, notamment en termes d'épreuves. L'un, c'est un concours, l'autre, c'est l'examen.
pour pouvoir le faire, en sachant que la liste 1, donc un médecin qui est titulaire de d'un diplôme dans son pays d'origine hors Union européenne, eh bien, quand il passe le concours, on va avoir un nombre de postes limité. C'est le principe même du concours, vous le savez. C'est de pouvoir faire une analyse comparative des mérites de chacun des candidats en vue de l'attribution d'un nombre de places limité. Et c'est ce que je vous montrais tout à l'heure rapidement pour vous repréciser cette différence entre ces deux procédures, qu'on a bien à l'origine une procédure dérogatoire avec une autorisation temporaire d'exercice. Et de l'autre côté, eh bien, on a la procédure aujourd'hui que j'ai appelée la procédure de droit commun. J'espère que tout le monde est d'accord avec moi sur cette vision de procédure de droit commun où effectivement, on va avoir l'épreuve de vérification des connaissances qui va être le point central, en fin de compte, de cette procédure-là, à laquelle vont se soumettre les praticiens avant de pouvoir exercer sous statut probatoire, donc de praticien associé, et de faire l'objet d'une autorisation d'exercice par le CNG. Alors bien sûr, on a cet élément-là, en sachant que du coup, si on a un praticien à diplôme européen, mais qui n'est pas conforme à la directive ou qui est reconnu par un État membre et qui peut exercer dans cet État membre, mais pas en France, eh bien, là, on va aller sur un terrain d'une procédure plus courte, donc un dossier de demande d'autorisation d'exercice auprès du CNG et la commission d'autorisation d'exercice doit se prononcer dessus. Version plus courte de ça. C'est pour ça que tous ceux qui ont d'éventuels praticiens européens pourraient passer par cet élément plus court sans passer par le statut de praticien associé, à voir ce que l'autorisation ministérielle pourrait comporter sur ces points. Et justement, puisqu'on en parle, et là, c'est plus les conséquences du coup de ces procédures qui vont être questionnées, eh bien, c'est aussi de savoir ce qui se passe après la réussite aux épreuves de vérification des connaissances. Hein, le CNG va organiser les épreuves, il va organiser aussi la procédure nationale de choix de poste, hein, c'est-à-dire que dès lors qu'un praticien a réussi l'épreuve de vérification des connaissances, en fonction de son classement, le praticien associé va pouvoir bénéficier d'une affectation dans un établissement. Et c'est justement cet élément-là qui est très important, c'est que justement le praticien va être affecté par le CNG. C'est-à-dire que la décision d'affectation dans un établissement d'un praticien associé, ce n'est pas l'établissement qui la prend, c'est le CNG. Mais on reviendra justement sur ce transfert de l'un à l'autre. C'est cette partie-là que je vous propose d'étudier ensemble, de la bascule de l'ancien statut de praticien attaché associé au nouveau statut de praticien associé. Vous le savez, un petit peu comme le mouvement qui a été opéré avec tous les décrets de février 2022, eh bien, on a pu procéder à la suppression des anciens régimes qui coexistaient en matière de praticiens à diplôme en Union européenne, et on a pu mettre en extinction les statuts de praticiens attachés associés et d'assistants associés notamment. Alors, je vous l'ai dit, les FFI demeurent, mais ce sont un peu moins ceux sur lesquels on va recruter des praticiens étrangers. Et de l'autre côté, les stagiaires associés aussi demeurent. Eux, on ne touche pas à leur situation de stagiaires associés, puisque c'est une convention entre deux universités, etc. Mais ça peut avoir pour conséquence de recruter en tant que stagiaire associé des praticiens dans l'attente de la présentation de leur dossier justement auprès du CNG pour obtenir une autorisation d'exercice. Et éventuellement de parfaire leurs connaissances. Donc ça remplit un peu les mêmes fonctions qu'auparavant le praticien attaché associé. Sauf que c'est plus noir ou blanc. Hein, c'est-à-dire qu'on voilà, moi je trouve que le praticien attaché associé avait tendance à rester trop dans une zone de gris entre les deux et pendant très longtemps. Et donc, du coup, cette procédure, normalement, devrait être effectivement un peu plus brutale, peut-être, ne devrait pas permettre d'être souple pour recruter temporairement, mais par contre, devrait être plus claire aussi et plus carrée sur tout ça.
Hein, donc, voilà. C'est aussi dans ce sens-là, c'est ce que ça veut dire. Et là, les préfectures feraient bien de se renseigner un petit peu là-dessus parce que pour certaines d'entre vous, vous m'avez dit ce qu'il en était des positions des préfectures. Et c'est pas la première fois que je l'entends. Hein, et c'est régulier. Hein, donc, là, il faut qu'ils puissent comprendre ce que c'est que la mise en voie d'extinction. Un praticien attaché associé peut continuer à exercer aujourd'hui en France, légalement et réglementairement. Euh, Certes, on nous a dit à l'origine qu'on exerçait sous statut jusqu'au 31 décembre 2022 et qu'il était abrogé au 1er janvier 2023. Mais ensuite, on a fait marche arrière en introduisant plutôt la mise en voie d'extinction, qui signifie forcément qu'on ne peut plus recruter sous ce nouveau statut, mais que par contre, on peut renouveler les contrats pour la poursuite des fonctions probatoires. Euh, et c'est le cas aussi pour les praticiens qui sont lauréats des épreuves d'évaluation des connaissances avant 2021, qui n'ont pas encore fait l'objet d'une autorisation ministérielle, qui ont commencé leur fonction probatoire sous les statuts d'assistant associé ou de praticien attaché associé. Euh, Ils peuvent aussi bénéficier d'avenants à leur contrat à la date du 1er janvier 2023. C'est le sens de la réforme du décret du 27 décembre 2022, de pouvoir renouveler ces situations-là. Donc les praticiens attachés associés, on va continuer à les renouveler au-delà du 1er janvier 2023 si eh bien, ils sont encore en cours de fonction probatoire. Alors certes, certains, ça fait plusieurs années qu'ils le sont, s'ils sont lauréats des EVC avant 2021 également. S'ils ne sont pas dans l'une de ces deux situations, normalement, ils devraient arrêter de pratiquer. Après, le mieux, c'est de pouvoir les faire intégrer la procédure d'autorisation d'exercice de droit commun pour régulariser leur situation. Ils ne pourront pas rester indéfiniment praticiens attachés associés encore pendant 10 ans. Hein, et je pense que c'est pour les protéger aussi eux et qu'ils puissent intégrer un parcours solide, clair et aussi rémunéré à un niveau qui leur permette de vivre bien et valoriser leur expérience, etc. Et donc, du coup, si on était praticien attaché associé, si on était un PADU titulaire d'une autorisation d'exercice temporaire, eh bien, donc l'autorisation d'exercice temporaire, c'est la première procédure, donc la procédure dérogatoire, celle délivrée par l'ARS de manière dérogatoire. Eh bien, l'autorisation d'exercice était prolongée jusqu'à normalement la date prévue et à laquelle la Commission nationale ne pouvait plus rendre d'avis, donc jusqu'au 30 avril 2023. Normalement, jusqu'à cette date-là, les praticiens attachés associés devaient intégrer le statut de praticien associé. C'était quelque chose qui, à l'origine, nous faisait dire que eh bien, tous les praticiens attachés associés allaient intégrer ce statut entre, en gros, le 1er janvier et le 30 avril 2023. Ça n'a pas vraiment été le cas et encore aujourd'hui, on est en attente de certaines autorisations de la part de l'ARS. Bon, c'était vraiment aujourd'hui, en tout cas, hein, de se poser la question. Après, c'est pas très grave de recruter, d'attribuer le statut de praticien associé à un praticien attaché associé, même si on a plusieurs blocages là-dessus. Hein. C'est que le praticien associé, il est recruté par le CNG. Il est affecté, euh, il est affecté par le CNG. Et donc, du coup, ce n'est pas l'établissement qui peut le recruter comme il le faisait avec un praticien attaché associé sur contrat. Euh, c'est vraiment cet élément-là. Et c'est pour ça qu'on avait une règle de répartition avant le 1er janvier 2023 et bien après le 1er janvier 2023, c'est-à-dire les praticiens du stock qui remplissaient les conditions pour déposer un dossier d'autorisation d'exercice et pour qu'ils puissent accomplir leur parcours de consolidation des compétences, ils étaient intégrés au 1er janvier 2023, ou ceux qui avaient passé le VC à compter de la session de novembre des épreuves de vérification des connaissances, novembre 2021, excusez-moi, je n'ai pas donné l'année, novembre 2021, pour ces épreuves-là, eux, ils pouvaient être intégrés avant le 1er janvier 2023, et normalement au 1er janvier 2023, là c'était d'un coup près qui devait se jouer, c'est-à-dire que, eh bien, au 1er janvier 2023, soit on exerçait sous praticien associé, soit on n'exerçait plus. Mais il y a eu cette phase de transition qui a été mise là-dessus
Et effectivement, il y a eu beaucoup de retard sur la commission nationale et donc tout n'a pas pu être fait dans les temps. Mais normalement, voilà, ce qu'on a beaucoup fait, je vais vous le dire tout à fait entre nous, c'est que on a beaucoup renouvelé de contrats de praticiens attachés associés en 2023 ou même 2022, avant le 31 décembre 2022, pour qu'ils puissent, sur l'année 2023, exercer jusqu'au 31 décembre 2023 et leur laisser le temps d'envisager la suite. Envisager aussi à l'établissement la possibilité de se retourner pour savoir exactement comment envisager les choses. Mais aussi permettre au CNG et surtout de prendre sa décision. Hein. Et c'était ça. Donc, on peut encore attendre un petit peu, peut-être laissons l'été passer. Alors, au CNG, ils ont peut-être aussi donné beaucoup là, ces derniers temps sur les régulations de dossiers, parce qu'ils en ont quand même fait une très grande partie. Donc, ils ont beaucoup travaillé, je crois, sur les 4-5 premiers mois de l'année 2023, sur tous ces éléments-là. Et donc, du coup, eh bien, voilà, peut-être leur laisser le temps de récupérer, mais normalement, tout devrait être régularisé en 2023. Bref, c'est effectivement euh, un élément important et structurant d'avoir tout ça en tête. Mais au-delà de ça, je vous le disais, hein, si jamais on intègre justement la procédure d'autorisation d'exercice de droit commun, hein, la procédure classique, eh bien, on va pouvoir derrière être intégré. Donc, on passe l'épreuve de vérification des connaissances en fonction de la liste sur laquelle on est présent, en fonction des conditions qu'on remplit, et ensuite, eh bien, on passe, enfin, on dispose d'une affectation en tant que praticien associé au sein d'un établissement et sous un régime particulier de praticien associé. Alors là, on est en format webinaire, on n'a peut-être pas forcément le temps d'explorer tout ça, mais la dernière fois, à l'occasion de certaines questions, et d'ailleurs, certaines sont parmi nous aujourd'hui, eh bien, on a pu se poser la question de la différence du statut entre le régime de praticien associé et le régime d'attaché associé. Et du coup, eh bien, la différence principale entre les deux, c'est surtout des éléments très pratiques, hein, notamment certains établissements, et c'était plutôt comme ça qu'on le prescrivait en général, pouvaient octroyer un droit à formation qui était équivalent à celui que détenaient les praticiens attachés associés précédemment. Et donc, les praticiens associés bénéficiaient aussi de ce droit à formation. Et c'est vrai que dans la réglementation, rien n'est inscrit. Et vous le savez, quand on est en droit public, on ne peut faire que ce qui est inscrit dans la réglementation, puisque la dépense est prévue. Hein, s'il n'y a rien qui est écrit, la dépense n'est pas prévue. Donc, du coup, on n'est pas censé pouvoir le faire. C'était un petit peu dans ce sens-là qu'on allait sur ce terrain. Mais, eh bien, c'est la raison pour laquelle aussi on se dit que si on ne veut pas employer de décisions qui soient trop illégales, eh bien, le mieux, c'est d'aller sur le terrain du renouvellement en tant que praticien attaché associé. Et donc, faire en sorte que le praticien à diplôme hors Union européenne puisse continuer, s'il l'était déjà, bien entendu, hein, on ne peut plus recruter de nouveaux praticiens attachés associés, mais s'il l'était déjà et qui doit poursuivre son parcours de consolidation des compétences, eh bien, qu'on soit en mesure de poursuivre son activité sur ce régime-là, parce que comme ça, il pourra bénéficier d'un droit à formation, etc. Après, moi, je pense que c'est un oubli, hein, parce que euh, ne pas intégrer les praticiens associés dans un parcours de formation, ça paraît être contradictoire avec le but même de ce qu'est le régime de ces praticiens associés. Hein, donc, je pense qu'il y a un côté un peu non-sens et oubli, du coup, sur ce point. Alors, pour vraiment revenir sur le régime juridique du praticien associé, vous le savez, un praticien associé, il est nommé en tant que tel pour accomplir un parcours de consolidation des compétences ou un stage d'adaptation. Hein, donc, vraiment mettre à niveau la pratique de la médecine entre son pays d'origine et la France pour qu'il puisse exercer des fonctions de prévention, de diagnostic, de soins, des fonctions de médecin
Par contre, eh bien, sous la surveillance, donc en autonomie supervisée, comme on dit, pour ça. Et encore une fois, avec deux éléments précis, eh bien, il peut être, pour effectuer ce parcours de consolidation des compétences, affecté dans un établissement de santé privé ou de santé privée d'intérêt collectif pour réaliser ce parcours de consolidation dans le cadre d'une mise à disposition. Et il peut même aussi exercer en cabinet libéral. C'est une possibilité qui a été ouverte par la loi de finances sur ce point. Et petit élément aussi important, il me semble quand même sur ce point, c'est que eh bien, les praticiens associés ne peuvent pas exercer, participer au service de garde et d'astreinte senior, ils participent à celui des internes. On va revenir sur chacun de ces éléments, notamment, en premier lieu, l'affectation. L'affectation du praticien associé, le principe même, la règle d'origine, c'est qu'il est affecté à un établissement public de santé par le CMG. C'est le CMG qui affecte ce praticien associé et l'établissement n'a même pas vraiment, ou n'a même pas du tout son mot à dire sur cet élément. Et comme je vous le disais juste avant, à l'appui notamment de l'article R152-907, eh bien, c'est par le biais d'une convention de mise à disposition que le praticien, donc, s'il est associé, c'est qu'il est lauréat des épreuves de vérification des connaissances, il est en stage d'adaptation et il est affecté soit dans cet établissement, soit dans l'établissement de santé, donc de public de santé, soit et éventuellement eh bien, en cabinet libéral. C'est notamment le décret du 27 décembre 2022, donc le tout dernier décret qui notamment a repoussé la date de mise en voie d'extinction des praticiens attachés associés. Eh bien, les praticiens, notamment du stock, donc les attachés associés, qui ont un parcours de consolidation des compétences à exercer, ils peuvent désormais effectuer une partie de ce parcours de consolidation en cabinet libéral auprès d'un praticien agréé, maître de stage des universités tout de même. Mais ils peuvent le faire et c'est par le biais d'une convention de mise à disposition. Je reviens même sur cette affectation-là et notamment sur le caractère de la convention. Sur ce point. Alors, une petite question, est-ce bon, j'y répondrai peut-être plutôt à la fin, du coup, à ces questions-là, sur ces points-là. Alors, juste pour poursuivre justement sur le principe d'affectation, donc le praticien peut être affecté dans un établissement de santé privé aussi, ou un établissement de santé privé d'intérêt collectif. Et là, c'est une mise à disposition qui est faite, qui est prononcée par le directeur du CHU de rattachement. Eh bien, la convention est transmise à l'ARS pour qu'elle soit informée aussi de ces éléments. En sachant que eh bien, dans cette convention de mise à disposition, on va pouvoir préciser de manière très classique la durée, les conditions d'exercice, le service d'affectation, le praticien référent pour ce praticien associé, mais aussi eh bien, prévoir les modalités de prise en charge financière, c'est-à-dire le remboursement de la rémunération et des charges par l'établissement d'accueil, en sachant que eh bien, la convention de mise à disposition peut être faite à titre gratuit. Et dans ces cas-là, si le praticien de la structure d'accueil n'est pas prêt à verser des sommes d'argent pour permettre la consolidation des compétences d'un praticien à diplôme hors Union européenne, l'établissement de santé, public-privé, est envisagé la mise à disposition à titre gratuit. Ça peut relever d'une négociation. Donc, à voir ça dans le détail sur ces éléments. Pour passer d'un statut à l'autre, quelque part, donc passer du statut de praticien attaché associé au statut de praticien associé, eh bien, on va aussi, en général, même si je vous ai dit que le praticien était affecté par le CNG, donc l'autorité investie du pouvoir de nomination, c'est le CNG. C'est le CNG qui décide
d'affecter le praticien associé pour qu'il puisse accomplir son parcours de consolidation des compétences dans un établissement de santé. Et c'est pour ça que normalement, l'établissement n'a pas de décision, n'a pas de contrat à faire pour recruter ce praticien associé. L'établissement prend acte. Il n'a pas son mot à dire en plus. Donc, il ne veut prendre qu'acte. Par contre, comme tout acte administratif, on va avoir une importance à pouvoir dresser une attestation, ne serait-ce que pour plusieurs raisons. Pour justifier auprès de la préfecture de ce recrutement en tant que praticien associé, mais aussi éventuellement pour justifier de la rémunération que va percevoir ce praticien associé auprès du comptable. Pourquoi est-ce que le praticien associé serait au-delà du montant de la rémunération qui est prévue pour son statut? Peut-être que c'est parce qu'il était justement praticien attaché associé auparavant et qu'en étant nommé praticien associé, il a une baisse de rémunération, il subit une baisse de rémunération, eh bien, on va lui attribuer une indemnité différentielle qui repose tout simplement sur la différence entre ce qu'il percevait et la somme plafond prévue par les textes. Et ça, on va l'identifier dans non pas une forme administrative de décision, mais plus d'attestation. Bon, on l'appelle comme on veut, mais eh bien, dans tous les cas, l'établissement ne décide pas le recrutement du praticien associé. Et c'est pour ça que je mets les visas, d'ailleurs. Hein. Soit le médecin a réussi les épreuves de vérification des connaissances, soit il a bénéficié encore aujourd'hui d'une décision temporaire d'autorisation d'exercice délivrée par l'ARS, donc par la procédure dérogatoire qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui continue à produire ses effets, ou tout simplement, il est praticien attaché associé depuis très longtemps. Et donc, a priori, il a terminé son parcours de consolidation des compétences. On va pouvoir le faire basculer sur le régime de praticien associé. Et donc, c'est pour ça que là, c'est juste un extrait que je vous mets. Hein, parce que vous avez besoin de fonds de décision, etc. Pas de souci. Et donc, du coup, eh bien, il va pouvoir, l'établissement, en tout cas, va pouvoir acter l'affectation du praticien chez lui. C'est l'intérêt de pouvoir faire une décision de ce type-là, l'intérêt de rendre opposables certains éléments, peut-être l'intérêt de rappeler aussi au service de la préfecture la réglementation en la matière, et peut-être permettre éventuellement aux praticiens associés de pouvoir faire valoir des droits financiers, d'achat, des choses comme ça. Donc, je pense qu'il y a une importance à le faire, mais retenez bien que la décision d'affectation, c'est celle du CNG à l'origine. Ce n'est pas l'établissement qui peut décider de sa volonté ou pas de recruter un praticien associé. Alors, sur justement cette période de consolidation des compétences du praticien associé, eh bien, si on était sur un praticien à diplôme hors Union européenne du dispositif dérogatoire d'autorisation temporaire, la décision précisait la nature du stage, la durée, les formations théoriques nécessaires aussi, hein, donc l'inscription à certains UEFR, certaines UEFR d'ailleurs. Pour la liste A, et bien là, on est plus sur quelque chose de classique, justement, hein, sur la procédure de droit commun, où on passe l'épreuve de vérification des connaissances et les médecins et pharmaciens pourront être au sein d'un parcours de consolidation d'une durée de 2 ans. Et au sein du CNG, on a une procédure de choix de poste après réussite aux EVC qui permet l'affectation. Le parcours de consolidation des compétences, il est exercé à temps plein, d'abord. Hein, donc, ça veut dire que un praticien qui souhaiterait exercer son parcours de consolidation des compétences à temps partiel verra le double du parcours. C'est-à-dire que si je lis bien le texte, c'est que le praticien qui exerce un parcours de consolidation des compétences est à temps plein pour l'exercice de ce parcours-là. Comme il est à temps plein, ça veut dire que si j'ai un praticien qui souhaite exercer selon une quantité hebdomadaire de temps de travail de 50%, eh bien, il va non plus exercer pendant une période de 2 ans, mais pendant une période de 4 ans. Pour pouvoir accomplir ce parcours, eh bien, il doit s'inscrire à l'université aussi dans le cadre de la formation initiale. Et un rapport d'évaluation et de validation du stage pourra être transmis, qui va pouvoir être transmis à la Commission nationale d'autorisation d'exercice.
Excusez-moi. Et donc, la Commission nationale d'autorisation d'exercice du CNG, qui va ensuite valider le parcours de consolidation et étudier si le praticien pourra être autorisé à exercer pleinement, plein exercice, ou pas. Et je vous invite d'ailleurs éventuellement, si vous avez des interrogations sur cette formation initiale sous statut d'étudiant, eh bien, qui est un peu la même que pour le troisième cycle des études médicales, consultez cet arrêté du 15 décembre 2021, encore en vigueur aujourd'hui, relatif à l'inscription des praticiens et de diplômes hors Union européenne, et pas euh, qui permet qui est plutôt succinct, mais qui permet d'identifier certains éléments universitaires du praticien associé. Et au-delà de cet élément de régime, là, d'études, on va aussi se poser la question en matière de durée. Normalement, à l'origine, c'était cet élément qui devait être prévu, c'est-à-dire que, eh bien, si le praticien attaché associé a commencé l'exercice de ses fonctions, le praticien attaché associé, ça veut dire il a débuté une partie du parcours de consolidation des compétences. Et donc, s'il a déjà effectué 10 mois de fonction probatoire, vu que la durée des fonctions probatoires du praticien associé est de 2 ans, du coup, on complète. Enfin, si il a fait 10 mois de fonction probatoire en tant que praticien attaché associé, normalement, il n'a plus que 14 mois avant le plein exercice. Si ça fait 22 mois qu'il est en fonction probatoire, normalement, il a 2 mois encore en plein exercice. C'était la logique à l'origine qui était prescrite. Je vous invite quand même à attendre la décision éventuelle du CNG pour savoir si déjà il peut être en plein exercice. Et après, je vous le dis aussi, hein, c'est que ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus fondamental. Si jamais vous basculez un praticien attaché associé en tant que praticien associé, si jamais le CNG derrière refuse le plein exercice, ou refuse l'accomplissement même d'un parcours de consolidation des compétences, vous pourrez mettre fin à ce statut-là, bien entendu. En sachant d'ailleurs que le praticien associé, en termes de responsabilité, il reste quand même sous supervision. C'est juste une histoire de droit qu'il leur est accordé sur certains éléments, notamment on en parlait sur la formation. Alors bien entendu, on a parlé de la durée et du régime, mais on n'a pas encore parlé de la rémunération. Bon, hein, on le sait quand on est auprès des affaires médicales au quotidien, que cet aspect de rémunération est aussi très structurant en la matière. Et la carrière d'un praticien associé est très simple hein, pour les spécialistes affaires médicales et aussi affaires non médicales, le PNM. Eh bien, vous connaissez ce système par cœur de grilles et d'échelons. Et donc, du coup, hein, on a des montants qui sont déterminés pour chacun de ces échelons, en sachant que très simplement, vu que le statut de praticien associé est un statut qui permet un exercice de la médecine en France sur une période de 2 ans, on a 2 échelons. Et que pour accéder au deuxième échelon, le texte il nous dit qu'on doit passer 1 an au premier échelon. A priori, assez peu de raisons de passer au-delà, sauf si c'était un praticien attaché associé qui a déjà 1 an d'exercice. Éventuellement, on pourrait peut-être le mettre au deuxième échelon. Mais le texte, moi, me dit quand même que pour être au deuxième échelon, il faut passer au moins 1 an dans le premier. Donc, c'est pour ça que je pense que par extension, l'exception selon laquelle le praticien attaché associé qui exerce depuis 1 an pourrait être intégré directement au deuxième échelon, mais à voir si on a une confirmation réglementaire de cet élément, en sachant que d'ailleurs, les praticiens associés peuvent exercer leur activité dans plusieurs établissements, au sein du GHT notamment, et bénéficient d'une prime d'exercice territoriale. Après les 2 ans, après les 2 ans, normalement le CNG prend la décision, soit ils peuvent être prescrits un élément complémentaire de parcours de consolidation des compétences, soit rejet, soit, et c'est plutôt ce cas-là en général, qui d'abord est visé mais qui est aussi accepté, c'est l'autorisation de plein exercice. Et l'autorisation de plein exercice, à ce moment-là, eux, ils choisissent aussi le statut qui leur plaît le plus. Hein. C'est un contractuel, ce sera plutôt celui-ci, mais à voir sous quel motif. Hein, tout le monde ne va pas sauter sur le motif 2. Donc, voilà, c'est sur cet élément.
Euh, et du coup, d'accord, le modèle complet d'attestation, hein, je préfère préciser l'attestation de praticiens associés parce que l'établissement ne décide pas de recrutement. Donc, je préfère être carré. C'est plutôt, j'atteste que voilà, j'acte la présence du praticien associé chez moi. Alors ça, cette rémunération-là, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure à demi-mot aussi, c'est que effectivement, elle est quelque part statutaire. Euh, Elle est effectivement statutaire. C'est l'établissement qui décide de l'affecter aux praticiens. Cette rémunération indiciaire quelque part. Euh, Parce que eh bien, le praticien associé relève de son établissement pour tous les actes relatifs au temps de travail, au congé, à la discipline. Même si l'autorité de nomination, d'affectation à l'origine, c'est le CNG, parce que le praticien associé reste un petit peu comme un interne aussi. Donc, c'est, eh bien, en termes de docteur junior, hein, euh, l'établissement n'a pas son choix, n'a pas son mot à dire sur l'affectation. Par contre, après, c'est lui qui doit pouvoir prendre tous les actes relatifs au temps de travail, congé, discipline, etc. Euh, et donc, dans cet ordre-là, c'est pour ça hein, de prendre une attestation et non pas une décision, ça permet. En sachant que le praticien associé va aussi participer au service de garde et d'astreinte des internes. Euh, Si on prend le régime juridique des praticiens associés, normalement, leur participation au service de garde et d'astreinte n'est pas prévue. Euh, mais par contre, ils peuvent bénéficier d'indemnités de participation à la permanence des soins, des indemnités de temps de travail additionnels, etc. Euh, et donc, du coup, eh bien, l'arrêté du 30 avril 2023 sur ces éléments de rémunération ne prévoit pas de montant pour l'indemnisation des astreintes du praticien associé ou même du praticien attaché associé. Alors que tous les autres, les montants sont prévus. Mais par contre, vu qu'on prévoit l'indemnisation du temps de travail additionnel des praticiens et des praticiens associés, hein, du coup, et des praticiens attachés associés, qui est conditionné à l'adoption au nom d'un schéma territorial de la permanence et de la continuité des soins. On peut en déduire que eh bien, les praticiens associés vont pouvoir participer au service de garde et d'astreinte des internes, forcément parce qu'ils restent en autonomie supervisée aussi, les praticiens associés, sans forcément qu'il y ait une indemnité liée à leur exercice. Mais par contre, vu que le montant versé aux internes pour leur garde est prévu par les textes, eh bien, à mon avis, le plus logique est que les praticiens associés et les praticiens attachés associés puissent bénéficier d'une rémunération de leurs obligations accomplies au-delà de la durée conventionnelle ou de la durée prévue à l'origine au planning. Et à ce moment-là, eh bien, son indemnisation peut dépendre aussi de l'adoption d'un schéma territorial de la permanence et de la continuité des soins. Donc, c'est conditionné quand même à certains éléments, mais ce n'est pas impossible et c'est vraiment quelque chose qu'il faut pouvoir envisager sur ce point-là, euh, avec voilà, ces montants de l'arrêté du 30 avril 2003 ou donc l'article 15 ou l'article 13D sur les gardes et la rémunération du temps de travail additionnel sur ces points-là. Donc les montants qui n'ont pas changé là-dessus. Et en plus de tous ces éléments de rémunération, le praticien associé va pouvoir prétendre à une indemnité différentielle qui va reposer tout simplement sur la différence entre ce il aurait pu percevoir, enfin, la différence entre ce qu'il percevait en tant que praticien attaché associé et le deuxième échelon de praticien hospitalier. Et c'est notamment cet élément qu'on va indiquer dans la décision d'affectation ou l'attestation d'affectation. Hein, j'atteste que je reçois un praticien associé qui va être placé au premier échelon, pour la plupart et de manière très classique. Je le place au premier échelon et il doit faire un an dans ce premier échelon avant d'aller au deuxième. Sauf qu'il a une baisse de rémunération très importante entre son ancien statut de praticien attaché associé et son nouveau statut de praticien associé. Du coup, ce que je vais pouvoir faire et envisager, c'est sur la base de cette différence de montant,
calculer une indemnité différentielle et lui verser cette indemnité-là. Et justifier auprès du comptable, d'une part, la rémunération statutaire de base, et d'autre part, cette indemnité différentielle du praticien associé pour ne pas qu'il perde au passage des éléments. Alors, sachant que, vous avez vu, hein, si on est en la matière sur une rémunération maximale du praticien associé au deuxième échelon à 40 774,86 €, eh bien, il peut y avoir une augmentation de cette rémunération jusqu'au deuxième échelon de praticien hospitalier, donc 57 224,05 €. Hein, donc, bien entendu, plus de 10 000 €, 16 500 € à peu près de différence entre les deux, qui pourrait être le montant du différentiel adduit et brut, bien entendu. Très bien. Voilà. Alors, en 2 heures à peu près, c'est un petit peu ce qu'on peut en dire des praticiens à diplôme hors Union européenne. Bien entendu, vous avez posé des questions auxquelles je vais répondre maintenant et je m'excuse auprès de certains, enfin je vous prie à certains de m'excuser si j'ai laissé certaines questions de côté parce que eh bien, pendant la présentation, je n'étais pas forcément en mesure de pouvoir la lire en entier. Donc c'est surtout pour ça.